Merci et au Café des Savoirs Libres pour la conférence de ce soir, commun numérique, liberté et partage dans le cyberespace. C'est une habitude que nous avons établie et que nous sommes très heureux de renouveler. Et comme vous le savez sans aucun doute, cette conférence s'inscrit dans la semaine québécoise de l'information libre 2007. La chaire Lexoum ayant pour mission de favoriser le développement de l'information juridique, de l'accès à l'information juridique, au droit et à la justice, ainsi que de favoriser la recherche sur les enjeux liés à l'utilisation des technologies de l'information, il nous a semblé plus naturel de nous associer à la conférence de ce soir. De même, il faut bien préciser également que le laboratoire de cyberjustice dans lequel vous êtes en ce moment développe aussi des outils logiciels pour la justice, pour le règlement amiable de conflits, mais également pour la justice traditionnelle, et le fait en code ouvert. Ce qui nous apparaît fondamental que la justice puisse s'emparer de ces outils, qui assure aussi son indépendance. L'indépendance judiciaire est un élément fondamental, on ne peut pas permettre que celle-ci soit tributaire d'intérêts commerciaux privés. Une petite mise en contexte très rapide avant que je ne cède la parole à notre première invitée, Mme Valérie Peugeot. Vous le savez, dès qu'ils sont mis en réseau, les outils numériques que nous possédons en très grand nombre, téléphones, tablettes, etc., nous permettent de produire une abondance de copies d'œuvres d'esprit et de faire circuler librement à des coûts économiques très faibles. Lorsqu'une œuvre est dans le domaine public, mise à disposition du public sous une licence libre, elle constitue de fait une ressource partagée qu'on qualifie de bien commun numérique. L'exemple commun numérique les plus souvent cités sont les logiciels libres comme Firefox, LibreOffice, Linux, Wikipédia, etc. Alors, les communs, c'est évidemment une tendance lourde aujourd'hui, on s'en aperçoit, et évidemment l'informatique, le réseau, le numérique en général, n'y échappe pas. Alors, quelles sont les particularités de ces communs les uns par rapport aux autres dans le champ numérique? Comment les utilisateurs s'y prennent-ils pour les créer, les développer, les défendre? Quelles menaces pèsent sur ces ressources parfois d'une très grande valeur et qu'on cherchera toujours à s'approprier à des fins exclusives en attaquant leurs utilisateurs? Quelles politiques publiques les sociétés peuvent-elles se donner pour favoriser les communs en général et les communs numériques en particulier? Alors voilà quelques-unes des questions auxquelles Valérie Peugeot et Yannick Marcil vont répondre aujourd'hui dans cette conférence, en plus de celles évidemment que vous voudrez bien leur poser. Alors, je vais céder la parole dans quelques secondes à Madame Peugeot. Après son intervention, une trentaine de minutes, nous pourrons avoir des échanges avec la salle. Nous avons un micro à cet égard qui pourront circuler, puisque vous savez que Mme Peugeot est en duplex depuis Paris. Et après ces échanges de quelques minutes, nous aurons le plaisir d'écouter l'intervention de M. Yannick Marcil, qui suivra également une période d'échange avec la salle. Et à la toute fin, un vin d'héritier nous sera servi dans le corridor. Alors, à propos des intervenants, je les présenterai tous les deux. Je présenterai d'abord Mme Peugeot. Mme Peugeot est juriste et politologue. Elle est chercheuse au laboratoire de sciences humaines et sociales d'Orange. Beaucoup de talent chez Orange, et Cardon. Je ne sais pas si belle Canada a ce type de laboratoire, mais je réponds. Elle est vice-présidente du Conseil national du numérique. Elle a été présidente de janvier 2013 à janvier 2016. Elle est présidente de VEGAM. VEGAM est une association créée en 1995 ayant pour rôle de donner aux citoyens les moyens de s'interroger, de comprendre et de s'approprier les transformations liées à la numérisation de l'information et aux productions culturelles et au savoir. Alors nous sommes très heureux de l'accueillir aujourd'hui au laboratoire de cyberjustice et sans plus tarder, je vous cède la parole. Merci Madame Peugeot. Bonsoir. Je ne sais pas si vous m'entendez, le micro a été remis. C'est bon? Ok, donc je vais commencer, mais d'abord un grand merci à vous pour l'invitation. Évidemment, j'aurais préféré être avec vous en présence, mais ce sera peut-être pour une autre fois. Et c'était impossible pour des raisons pratiques, mais voilà, je suis quand même avec vous grâce aux technologies dont nous allons un petit peu parler ce soir. Alors, le titre de ma conférence, commun numérique et au-delà, je m'explique tout de suite sur le au-delà. Je pense que c'est important dans la période actuelle, même si nous allons abondamment parler des communs numériques, de comprendre que ça s'inscrit dans une perspective qui est bien plus large. Et j'essaierai tout au long de ce petit exposé de vous montrer comment les communs numériques participent d'un mouvement qui les dépasse. Et c'est cette perspective plus large qui est intéressante si on essaye de construire quelque chose qui ressemble à un horizon politique un peu différent de ce que nous connaissons actuellement. Alors, je
puisqu'on emploie alternativement les deux termes, mais je vais expliquer en quoi ils diffèrent dans un instant. C'est un terme qui commence à se diffuser, mais qui est encore relativement confidentiel, et puis souvent les gens ont du mal à l'appréhender, parce qu'il y a des notions proches qui se confondent. On parle de commun, de bien commun, mais on parle aussi de bien public, on parle aussi du bien commun, bref, toutes des notions très proches, et je vais essayer de clarifier un tout petit peu ça. Alors, d'abord, sur les communs eux-mêmes, avant de parler des notions proches, et ce sera la diapositive suivante. La diapositive suivante, je ne sais pas comment vous dire, merci. Pour revenir sur la notion de commun elle-même, d'abord, une chose très importante, un commun, ce sont trois choses. D'abord, une communauté, et ça c'est très important. Une communauté qui peut être une communauté petite ou grande, cette communauté, ça peut être les habitants d'un habitat groupé, d'un habitat partagé, comme ça peut être les contributeurs d'un logiciel libre avec plusieurs milliers de personnes à travers le monde. Donc ça peut être une communauté qui est ancrée territorialement, comme ça peut être une communauté complètement dispersée, déterritorialisée. Cette communauté, elle va se réunir et travailler ensemble, elle va agir. Alors, l'historien Achille Mbembe parle de l'en commun, pour expliquer que les... Excusez-moi, j'ai un petit problème technique ici, voilà, ça y est, c'est résolu. Parle de l'en commun pour expliquer que cette communauté va se mettre à agir ensemble, à se mettre en mouvement ensemble autour d'une ressource. Donc une ressource qui va avoir pour particularité d'être une ressource en partage, comme ça a été dit dans l'introduction à propos des logiciels libres ou des logiciels open source. Et cette ressource, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être aussi bien une ressource matérielle, par exemple une forêt, un pâturage, un four à pain, comme ça peut être une ressource immatérielle, donc du code, on l'a mentionné, mais ça peut être également une connaissance. Cela peut être une connaissance qui va être enfermée dans un support, par exemple le gène d'une semence, c'est une information, c'est une connaissance, mais qui est à l'intérieur d'une graine, ou cela peut être, autre exemple, la molécule d'un médicament, qui est une autre forme d'information enfermée cette fois-ci dans le procédé pharmaceutique. Alors, la troisième caractéristique d'un commun, c'est sa gouvernance, c'est-à-dire un ensemble de règles qui vont dire quelles sont les personnes qui ont le droit d'accéder à cette ressource, de l'utiliser, de la consommer éventuellement, de la vendre, pourquoi pas, de la commercialiser, mais qui en tout cas vont veiller à ce que cette ressource soit à la fois protégée, puisse également être fructifiée le cas échéant, qui vont surtout éviter ce qu'on appelle en anglais les free riders, les passagers clandestins qui pourraient abuser de cette ressource. Ça, c'est un point très important. Je reviendrai dans un instant sur les raisons de cette importance. Donc voilà, je crois que c'est important de garder dans l'esprit que quand on pense commun, on pense ces trois dimensions en même temps, communauté autour d'une ressource avec des règles de gouvernance. Alors maintenant, si j'en viens à distinguer les notions de pourquoi est-ce que j'ai mis bien entre parenthèses et pourquoi on tend à parler de commun plutôt que de bien commun, c'est pas seulement parce que les anglophones parlent de commons, eux n'utilisent pas le terme de bien, de goods, ils parlent uniquement de commons, donc ce n'est pas uniquement une raison d'imitation, dirais-je, mais parce qu'on cherche à éviter de mettre l'accent sur la ressource. Et au contraire à porter l'attention sur cette communauté qui se met en mouvement autour de la ressource. D'où l'importance de faire disparaître, si je puis dire, le terme de bien. Alors la différence entre les communs ou les biens communs d'une part et le bien commun, si je prends un équivalent de façon très simpliste, ce serait l'intérêt général. L'intérêt général, vous voyez, c'est quelque chose qui peut être l'objectif des communs, mais pas nécessairement, ça c'est un point dont on pourra débattre. Alors, les communs, et ça sera le slide suivant, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Il faut avoir conscience que les communs ont toujours existé. Il y a toujours eu des communautés qui se sont organisées pour partager des ressources et pour les gérer à plusieurs.
l'habeas corpus, le fondement de nos droits de citoyens. Donc la charte des forêts, ce document avait été élaboré parce que le roi Jean en Angleterre et ses barons avaient pillé, confisqué les terres qui étaient gérées par les paysans sous forme de commun. Et donc, pour protéger les paysans contre ces abus des barons et du roi Jean, cette charte avait été élaborée consacrant les droits de la paysannerie, le droit au glanage, le droit à l'accès aux mielleries, enfin à l'installation et à l'accès aux mielleries, le droit de ramasser le bois mort, etc., etc. Donc vous voyez qu'on voilà, on a fêté l'année dernière les 800 ans de la Magna Carta et on fêtera l'année prochaine les 800 ans de la Charte des forêts. Pour vous dire, cela remonte à très loin. Alors, en Occident, et j'y reviendrai tout à l'heure, les communs ont en très grande partie disparu à partir de la fin du XVIIIe siècle. On en trouve encore des réminiscences. Je ne sais pas ce qu'il en est au Canada, mais en tout cas en France, par exemple dans le Massif central, on trouve encore ce qu'on appelle des sectionaux, des biens de section. Ce sont des terres qui appartiennent, dont la nue propriété appartient aujourd'hui à la municipalité, mais dont les droits d'usage appartiennent aux habitants de la région, aux paysans de la région. On trouve encore quelques fours à pain qui sont gérés de cette manière-là. Maintenant, si les communs ont disparu en très grande partie des pays occidentaux, ce n'est pas le cas dans les pays du Sud, où on trouve encore énormément de communs naturels. Je vous ai mis ici une illustration qui sont les rizières en Indonésie. Tous les systèmes de distribution d'eau dans les rizières indonésiennes sont, enfin tous peut-être pas, mais une très très grande partie sont gérés par des systèmes de communs. Personne n'est propriétaire de l'adduction d'eau, mais les communautés de paysans qui vivent sur ces rizières s'organisent pour partager la ressource de l'eau et organiser sa distribution. Et on trouve ce genre de commun en Afrique énormément. Vous savez qu'aujourd'hui, environ 90% des terres d'Afrique subsaharienne sont gérées par du droit coutumier, ce qui n'est pas sans poser problème, puisque un certain nombre de gouvernements s'accaparent ces terres pour les revendre à ce qu'on pourrait dire des puissances étrangères, des pays comme la Chine, l'Europe, la Russie, etc., qui investissent ces terres africaines au mépris des droits coutumiers des Africains. Alors, pourquoi est-ce que, et ce sera le slide suivant, pourquoi est-ce que les communs ont un peu disparu de notre horizon? Pourquoi est-ce que, parce qu'aujourd'hui, on revient à la mode en quelque sorte, mais pour revenir à la mode, encore faut-il avoir disparu. Alors, pourquoi ont-ils disparu? Eh bien, sous, je dirais, les coups de boutoir à la fois d'une pensée, de la pensée libérale et de la révolution industrielle. Côté révolution industrielle, ce qui s'est passé, c'est que au moment où la machine à vapeur s'est installée dans les ateliers, transformant ces ateliers de filature en usines, je vais prendre le cas d'Angleterre qui est le plus emblématique, eh bien les propriétaires terriens ont eu là l'occasion de développer l'industrie lainière et donc ils ont préempté, ils se sont accaparés, ce qu'on appelle les enclosures, et se sont accaparés les terres qui étaient jusque-là gérées en commun par les paysans, de manière à pouvoir y installer massivement des troupeaux de vin et pouvoir produire plus de laine qui ensuite allait dans ces filatures. Et ça a été le début d'un mouvement qui s'est intensifié et qui, du point de vue des propriétaires terriens, avait ses vertus, puisque les paysans pauvres qui étaient chassés de ces terres allaient s'entasser dans les filatures en question, quittaient la campagne pour aller dans les villes industrielles telles Sheffield, Manchester, etc., etc. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au-delà de la révolution industrielle, cela a rencontré un mouvement d'idées, à la fois du côté de la pensée économique et aussi de la philosophie, avec des penseurs comme Adam Smith qui a expliqué que la meilleure manière de gérer des ressources rares, c'était la meilleure manière d'allouer des ressources rares, c'est grâce à sa fameuse main invisible du marché. Et donc, il a été le grand promoteur du marché comme outil d'autorégulation et comme moyen de contribution à l'harmonie sociale.
Un autre penseur, une autre figure qui a participé de ce mouvement, c'est John Locke, qui, lui, a mis en avant, parmi les droits fondamentaux de l'humain, outre le droit à la vie, le droit à la liberté, il a énormément insisté sur l'importance pour l'individu de pouvoir jouir de ses biens, et ceci grâce à la propriété. Donc, je dirais, le dogme de la propriété a été mis en avant, et je dirais, à partir de la fin du XVIIIe, cette dominance du marché et de la propriété comme les deux piliers du développement de nos sociétés se sont progressivement imposés, et vous connaissez leur destin au XXe siècle avec ce qu'on appelle communément la pensée néolibérale. Donc voilà pourquoi les communs sont entrés dans l'ombre, ont un peu disparu de nos horizons politiques. Alors maintenant, pourquoi reviennent-ils? C'est toute la question. Je dirais, et ce sera les slides suivants, je dirais qu'ils reviennent grâce à la fois à une pensée. Ce qui est intéressant, c'est de voir que l'importance de la pensée dans ces transformations de notre manière de considérer le monde et de la manière de considérer la manière dont il fonctionne. Donc à la fois sous l'influence d'une pensée, mais aussi d'un levier qui est le numérique, et je m'en expliquerai dans un instant, et puis aussi une fenêtre d'opportunité politique. Alors cette pensée, quelle est-elle? Je citerai, et ce sera à nouveau le slide suivant, trois figures qui jouent un rôle très important dans le retour des communs. Le premier, qui est probablement le moins connu, c'est Karl Polanyi, qui a été le premier à se pencher de très près sur les phénomènes d'enclosure que j'évoquais tout à l'heure, et sur la manière dont les communs ont été chassés de l'économie anglaise au XVIIe et XVIIIe siècle. Alors, Karl Polanyi a eu le tort de publier un livre absolument incroyable qui s'appelle La Grande Transformation, qui est vraiment une référence, mais il l'a publié en 1944, donc à l'époque il est passé assez inaperçu, et il a été en quelque sorte redécouvert dans les années 80 par les économistes anti-utilitaristes, puis il a été republié aux États-Unis, etc. Et donc aujourd'hui on relit Karl Polanyi. Un second personnage qui a, je dirais presque à son corps défendant, de façon très paradoxale, en tout cas, joué un grand rôle dans le retour des communs, c'est ce monsieur Garrett Hardin qui a publié en 1968 un article qui a fait énormément de bruit, qui s'appelait La tragédie des communs, dans lequel il a expliqué sous forme de parabole il a énoncé l'idée selon laquelle, lorsque une ressource était laissée au libre usage des individus, que ce soit une communauté paysanne ou autre, eh bien, nécessairement, cela conduisait à l'épuisement de cette ressource. Et donc, il prend la métaphore du champ en disant, voilà, si vous laissez les paysans mettre leurs bêtes, eh bien, nécessairement, elles vont paître jusqu'à détruire la ressource qui est le champ. Et donc, en fait, il construit tout cet argumentaire pour expliquer que pour répondre à cette tragédie des communs, le seul instrument valable, c'est le marché. Et cette pensée de Garrett Hardin, cet article qui fera tant de bruit, va finalement faire beaucoup de bien aux communs, de façon paradoxale, puisque ça va déclencher tout un courant de recherche qui va essayer de démontrer que Garrett Hardin a tort. Et la figure de ce courant de recherche anti-Hardin, si je puis dire, c'est Elinor Ostrom, dont vous voyez la photo à droite sur l'écran. Elinor Ostrom, qui est une politologue, mais qui a été la première femme à avoir le prix Nobel d'économie en 2009 pour ses travaux sur les communs. Elle a passé 30 ans de sa vie à arpenter la planète entière pour aller observer de très près ces communautés de communs, que ce soit les rizières indonésiennes que je mentionnais tout à l'heure, ou des systèmes de distribution d'eau au Mexique, ou encore la manière de gérer l'eau dans la vallée de Los Angeles. Elle a vraiment, je dirais, fait un travail de terrain en profondeur, et c'est elle qui a élaboré la définition dont je me suis inspirée au début de cet exposé. Elle a fait plein d'autres choses, notamment elle a travaillé sur toutes les règles de gouvernance des communs, et elle a élaboré une forme de typologie en 8 règles descriptives des formes de gouvernance
vous ramener au numérique, parce que je vais commencer à vous demander pourquoi je ne parle absolument pas de numérique, ne vous inquiétez pas, on y vient. Donc le deuxième, et ça m'amène au slide suivant, le deuxième élément qui va jouer un rôle déterminant dans le retour des communs, c'est le numérique. Pourquoi? Plein de raisons, de nombreuses raisons, je vais essayer de les résumer rapidement. La première, c'est que, et ça je pense que vous connaissez ça aussi bien que moi, le numérique, en détachant l'information, la connaissance, l'œuvre de l'esprit, en la détachant de son support physique, va lui permettre non seulement de circuler beaucoup plus facilement, de circuler sur les réseaux numériques, mais va lui permettre aussi d'être reproduite à un coût marginal tendant vers zéro. Et donc cette caractéristique de l'information numérisée va en faire une sorte de candidat naturel au partage. Autant il est compliqué de partager un champ, une forêt ou un disque CD, autant il est beaucoup plus facile de partager une ressource immatérielle et de la faire circuler à travers les réseaux. Alors, entendons-nous bien, ça ne veut pas dire que toutes les ressources numériques doivent nécessairement être partagées. Ne me faites pas dire ça parce que toute l'industrie culturelle va me tomber sur le dos dans la minute qui suit. Mais ce que je veux dire par là, c'est que de facto, cette ressource étant plus facilement partageable et circulable, elle ouvre le champ à de possibles communs. La deuxième raison, toujours liée au numérique, c'est le fait que peuvent se constituer sur les réseaux des communautés qui étaient inimaginables avant que les réseaux existent, c'est-à-dire que les communautés de communs étaient forcément des communautés de proximité, et aujourd'hui, avec les réseaux numériques, le logiciel libre en est évidemment l'exemple historique, si je peux dire, historique dans le monde du numérique, mais il y en a d'autres. Un autre exemple archi connu, c'est bien entendu la communauté Wikipédia. Donc aujourd'hui, grâce au réseau, on peut avoir des communautés déterritorialisées et de très grande taille. Autre raison pour laquelle le numérique va participer au retour des communs, c'est la manière même dont Internet s'est constitué, Internet s'est construit. Si je puis dire, Internet est une forme de commun by design. À partir du moment où Tim Berners-Lee, en 1993, a décidé que les logiciels qui sous-tendaient le World Wide Web allaient rentrer dans le domaine public, et à partir du moment où les protocoles TCP/IP, les protocoles du web, ont été des protocoles ouverts et interopérables, cela a créé fondamentalement un commun universel qui est Internet. Par ailleurs, ce commun Internet a été renforcé par des règles d'usage autour de la neutralité du net. Donc vous savez que de plus en plus de pays font rentrer ce principe de neutralité du net dans la loi, ce qui est plutôt une très bonne nouvelle. Voilà, donc je cite ces trois raisons, mais on pourrait en citer d'autres. Mais surtout, ce qui est, je dirais, le facteur principal, c'est ce que je mentionnais à l'instant, c'est-à-dire la multiplication des communautés virtuelles qui vont co-construire du commun numérique sous forme d'informations partagées. Et la troisième raison sur laquelle j'irai un tout petit peu plus vite, c'est le fait que nous sommes dans et ça sera le slide suivant, nous sommes dans une période de vide politique. On voit bien que la pensée libérale et néolibérale dans laquelle nous baignons depuis maintenant quasiment 2 siècles, en tout cas 1 siècle et demi, cette pensée a du mal à faire face aux grandes transformations auxquelles l'humanité est confrontée. Je pense ici évidemment à la transition écologique, je pense aux questions de migration, je pense aux questions des inégalités qui ne cessent de s'accroître, je pense aux affaiblissements successifs de nos démocraties, etc. etc. Et puis, face à cela, jusqu'à quasiment la fin du XXe siècle, enfin jusqu'à la chute du mur de Berlin, il y avait encore une autre pensée qui, elle, était autour des économies administrées. Alors, je fais une petite parenthèse, les détracteurs des communs les rabattent sur le communisme, parce que c'est la même racine sémantique, communisme et commun. En réalité, le communisme, en tout cas le communisme réel, tel qu'il a été mis en place dans les économies administrées, n'a rien à voir avec les communs, puisque c'est une situation de monopole d'État, c'est-à-dire que toute la propriété est entre les mains de la
la méprise liée aux similarités des racines sémantiques. Et donc, avec la disparition des économies administrées, il y a toute une série aussi de mouvements, de mouvements sociaux qui se sont trouvés orphelins d'une pensée, d'une alternative. Et aujourd'hui, on voit je dirais, les communs commencent à devenir un horizon qui rassemble un certain nombre d'acteurs, de mouvements citoyens qui étaient orphelins d'une narration politique qui donne du sens à leur action, mais on pourra y revenir dans le cadre des échanges si cela vous intéresse. Alors, j'en viens au point suivant. Où se déploient les communs aujourd'hui? Parce que là, je vous affirme qu'ils reviennent sur le devant de la scène. Je vous propose d'en visiter très très rapidement quelques-uns. Et il me semble que les communs se déploient en ce moment prioritairement dans 3 grands champs d'action, qui sont les communs de la connaissance, les communs autour de la transition écologique et les communs au service d'une réinvention de la ville. Alors, je n'ai évidemment pas la prétention, avec ce balayage très rapide, d'avoir une vision exhaustive des communs actuels, contemporains. Simplement, il me semble que ce sont les 3 tendances les plus fortes qui émergent aujourd'hui. Alors, intéressons-nous d'abord aux communs de la connaissance, qui sont évidemment ceux qui touchent du plus près aux questions numériques. Et ce sera les 2 slides suivants. Voilà. Mais on va pouvoir passer tout de suite au slide qui suit. Alors, quelques exemples de ces communs numériques, de ces communs de la connaissance, de ces communs informationnels. Évidemment, à tout seigneur, tout honneur, le logiciel libre qui est, comme je le disais tout à l'heure, à mes yeux, un peu l'ancêtre du commun numérique. Bien évidemment, des communautés de partage de contenu et de données, comme dont les plus connus sont Wikipédia ou OpenStreetMap, mais il y en a d'autres. Je vous ai mis ici sur cette image OpenFoodFact, qui est une base de données qui permet de partager des informations sur la qualité alimentaire, ce qui est évidemment une information essentielle dans la période actuelle, ou une base de données beaucoup moins connue qui est Tela Botanica, qui est une base de données contributive d'informations coproduites à la fois par des botanistes professionnels et des botanistes amateurs. Ce qui est intéressant, c'est de voir que la philosophie du logiciel libre sort du logiciel pour migrer progressivement vers la donnée, vers l'information, je viens de le dire, mais aussi vers le open hardware. Là, vous avez à l'écran 3 exemples avec Arduino, que j'imagine la plupart d'entre vous connaissent, mais aussi le tracteur LifeTrack, qui est un tracteur open source, ou encore la WikiHouse, qui est une maison open source dont les plans sont ouverts et accessibles à tout un chacun. On peut parler également du design open source qui se répand. On peut évoquer la biologie open source, qui est un domaine encore très peu exploré, mais qui est assez essentiel dans la mesure où la biologie de synthèse aujourd'hui est probablement un des champs scientifiques aujourd'hui, je dirais à la fois les plus complexes et où les promesses sont les plus ambiguës. Et les promoteurs de la biologie open source essayent de proposer une voie alternative à la biologie de synthèse telle qu'elle est développée par, je ne vais pas citer de nom, enfin telle qu'elle est développée aujourd'hui dans les grands laboratoires. Et puis je voudrais citer un dernier exemple qui est très intéressant, qui est l'Open Source Seed Initiative. Je ne sais pas si les personnes présentes connaissent un peu la problématique qu'il y a autour des semences. Aujourd'hui, le système des semences est géré de façon très contrainte. Pour une part, les semences qui ont fait l'objet d'une transformation de type transgénèse peuvent faire l'objet d'un brevet, donc elles sont complètement enfermées dans la propriété intellectuelle. Les semences qui ne sont pas des OGM, elles ne sont pas soumises à brevet, mais par contre doivent être inscrites dans un catalogue. Enfin, c'est un système très contraint, je ne peux pas développer ici. Ce qui est intéressant avec cette initiative, Open Source Seed Initiative, c'est qu'il
reprennent très exactement la philosophie du logiciel libre pour l'appliquer aux semences, de manière à constituer des fonds de semences qui peuvent être librement échangés entre les paysans. Aujourd'hui, les paysans ne peuvent pas échanger librement des semences. Ça, c'est un point dont il faut absolument avoir conscience. Et donc, cette initiative, qui, quand je dis qu'elle s'inspire du logiciel libre, elle y est très fidèle, puisque, y compris, il est prévu que les personnes qui échangent des semences doivent garder la viralité, c'est-à-dire continuer à, si elles reproduisent ces semences, continuer à leur appliquer les principes du livre, les principes de l'open source. Voilà pour un bouquet d'exemples, on pourrait certainement en trouver bien d'autres, autour de la connaissance en partage sous forme de commun. Deuxième grand axe, à mon avis, qui mobilise beaucoup des communautés de communs, c'est la question de la transition écologique. Alors pourquoi ? Pourquoi est-ce que les communs se mobilisent autour de la transition écologique ? Eh bien, je dirais qu'en toute logique, l'eau, l'air, le climat devraient être des communs universels. Mais si on reprend la définition que j'évoquais au démarrage, c'est-à-dire une ressource en partage avec une communauté et une gouvernance, vous voyez que, prenons l'exemple du climat, qui est de forte actualité, la ressource, elle est bien là, mais la communauté en capacité de construire une gouvernance qui permette à cette ressource qu'est le climat d'être protégée et de répondre aux besoins de l'humanité, eh bien cette gouvernance, elle est complètement défaillante. Et de conférence en conférence, on voit bien que la communauté des humains, là représentée par ces gouvernements, n'arrive pas à faire face à cette question, ou du moins apporte des réponses qui sont parcellaires et bien en deçà des enjeux auxquels nous sommes confrontés. Et donc, face à cette impuissance à construire un commun universel du climat, on voit de plus en plus d'acteurs locaux, que ce soit des acteurs publics, des collectivités territoriales, mais aussi des communautés d'habitants, d'habitants tout simplement, qui se mobilisent pour construire des petits bouts d'action sous forme de commun, qui sont des manières locales, modestes et parfois audacieuses de répondre à cette question de la transition écologique. Alors je vais là aussi vous en donner quelques exemples sur le slide suivant. Un premier exemple qui est, plusieurs bouquets d'exemples, pas mal d'exemples autour de la question alimentaire. Je citerai Open Food Network, qui là encore c'est un exemple directement inspiré du logiciel libre. C'est vraiment intéressant de voir comment cette philosophie sort du champ du logiciel pour s'aimer dans des tas de domaines d'action. Donc Open Food Network, qui est une initiative qui est née en Australie mais qui se répand un petit peu partout dans le monde, qui est en fait une plateforme logicielle qui permet de désintermédier les acteurs de la distribution, de la grande distribution alimentaire, les supermarchés et toute la chaîne qui va autour, qui est au cœur de la problématique alimentaire aujourd'hui. Et donc cette plateforme Open Food Network permet à des communautés d'habitants, de consommateurs, d'agriculteurs, de paysans, etc., de s'organiser pour construire du circuit court alimentaire, pour faire de l'achat groupé autour de nourriture de qualité, etc., etc. Autre initiative, toujours dans le champ alimentaire, c'est l'illustration que vous avez en haut à droite, qui est la communauté Falling Foods, qui utilise le numérique pour organiser des formes de glanage moderne. On revient au glanage historique de nos paysans du XIIe siècle, mais cette fois-ci autour des fruits qui ne sont pas ramassés et qui permettent de répondre à des besoins alimentaires de personnes en grande précarité. On trouve aussi, toujours dans le champ écologique, pas mal d'initiatives autour de l'énergie, avec des coopératives d'habitants qui se mettent en place pour produire de l'énergie, évidemment pardon, je ne trouve plus mes mots, de l'énergie durable, c'est pas le bon mot, vous m'aurez compris. Et on trouve également, par exemple, le logo que vous voyez au milieu de l'image, ce sont 3 quartiers de la ville de Barcelone qui s'organisent pour développer un plan d'énergie, ce qu'ils appellent un plan d'énergie participative. Voilà, j'ai retrouvé des énergies renouvelables, pardon, excusez-moi, c'est à ça que je faisais référence. Donc les 3 communes de Barcelone qui s'organisent pour développer un plan d'énergie participative, c'est-à-dire construire un commun énergétique de manière à aller vers une forme d'auto
suffisance énergétique sur leur territoire, en espérant ensuite essaimer sur le reste de la ville de Barcelone. On trouve également, toujours dans le champ énergétique, l'exemple qui est en bas, c'est une image que j'ai tirée qui sont des panneaux solaires qui ont été construits par un collectif qui s'appelle Open Source Ecology et qui distribue en open source des modèles de panneaux solaires qui peuvent être facilement montables. Alors, ce n'est pas fait pour des particuliers, mais des artisans, des entreprises peuvent utiliser ces plans open source pour construire leurs propres panneaux solaires. Et puis une dernière initiative, encore une fois, ce sont juste des échantillons pour vous donner à goûter, pour rendre ça un petit peu vivant. L'exemple de Smart Citizen, c'est une initiative encore à Barcelone, ils sont très actifs à Barcelone en matière de commun. Smart Citizen, c'est une initiative qui est sortie du Fab Lab historique de Barcelone et qui développe des capteurs qui permettent à tout un chacun de produire une information en partage sur la pollution sonore, la pollution de l'air dans la ville. Donc vous voyez, on retrouve la question de l'information en partage, mais cette fois-ci au service de la lutte contre la pollution. Un troisième champ, et qui est, vous l'aurez compris, mes catégories sont très poreuses, parce que certains des exemples que j'ai donnés parlent aussi de la ville, parlent aussi d'information, mais le troisième champ dans lequel opère de plus en plus de communs, c'est la question de la ville. Vous savez que la ville est une question qui va en s'intensifiant au fur et à mesure que la question démographique croît, notamment dans les pays du Sud, notamment les villes africaines et les villes asiatiques, mais pas que, grandissent à une vitesse accélérée. Et dans nos villes du Nord, on est face à des problèmes d'accès à l'habitat, de gentrification des villes, de villes qui ségrèguent les habitants, etc. Moi, je ne fais pas tout topo sur les difficultés des villes contemporaines, mais là encore, face à un constat d'échec des politiques de la ville, on voit se mettre en place un certain nombre d'initiatives qui essayent de penser une forme de reconquête citoyenne de la ville autour des communs. Alors là encore, quelques exemples pour vous donner à goûter, et ce sera le slide suivant. Le premier exemple, c'est un dispositif, peut-être, je ne sais pas s'il existe au Québec, qui s'est beaucoup répandu dans les pays anglo-saxons, qui vient des États-Unis, qui a commencé dans les années 70, mais qui s'est répandu un petit peu partout, et qui, en France, arrive en ce moment, parce que jusqu'ici, c'était impossible pour des raisons légales de mettre ça en place. Mais maintenant, il y a une loi qui a été adoptée il y a 2 ans maintenant qui permet de développer ça en France. Ce sont les organismes de foncier solidaire qu'on appelle Community Land Trust aux États-Unis et en Angleterre. Et le principe de ces organismes fonciers solidaires, c'est d'essayer de pallier aux problèmes des centres-villes ou des villes tout court qui deviennent inaccessibles aux classes moyennes, sans parler bien entendu des classes les plus pauvres. Et ils y pallient en remettant en cause les systèmes de propriété classiques. Alors très rapidement, qu'est-ce que c'est qu'un Community Land Trust? C'est un habitat dans lequel on va découpler les droits de propriété du foncier, du sol, et le droit de propriété du bâti. Les habitants vont pouvoir acheter le bâti sans avoir à payer le terrain, et le terrain va être propriété d'un collectif, d'une association. Je ne rentre pas dans le détail, mais ça permet de faire baisser drastiquement le prix de l'achat pour les habitants et de rendre un achat possible pour des gens, y compris avec des revenus très très modestes. Et donc là, on est typiquement dans un commun, puisqu'on va s'attaquer au principe de la propriété exclusive qui régit tout le marché de l'immobilier. On va segmenter ce droit de propriété en ce qu'on appelle un bouquet de droits ou un faisceau de droits, et on va créer une entité collective qui va organiser la gestion de cet habitat. Dans un même esprit, on peut citer, c'est l'illustration à la droite, on peut citer l'habitat partagé. De plus en plus, je ne sais pas si au Québec vous l'appelez habitat partagé, habitat groupé, enfin, il y a plusieurs intitulés, mais de plus en plus, et là aussi en France, les gens, ce type d'initiative se multiplie parce que la loi les rend possible. On voit se multiplier des habitats groupés
ce qui va leur permettre d'accéder à la propriété à un prix bien inférieur. Je ne sais pas combien de temps il me reste, je ne vais absolument pas regarder l'heure, je vais peut-être accélérer. Il n'y a pas moyen de faire signe, donc c'est pas grave, j'accélère en espérant que je ne déborde pas trop. Là, comme une chose à faire, l'illustration que vous voyez, c'est une commune de Bruxelles, de la banlieue de Bruxelles, où il y avait un terrain vague qui était à l'abandon depuis 30 ans. Et la ville, la municipalité a subitement décidé de construire je crois que c'est un centre commercial. Et les habitants ont décidé de faire un contre-projet et de créer un commun. Donc ils s'organisent en commun pour proposer une alternative sur ce quartier de Bruxelles. On pourrait citer aussi des exemples comme les marchés coopératifs qui proposent une autre forme d'alimentation dans la ville. Là, vous avez l'exemple de la Louve, qui est un supermarché qui ne va pas tarder à ouvrir d'ici quelques semaines, mois, à Paris, mais qui est inspiré de son équivalent à New York. On pourrait parler aussi de tous les communs dans l'espace urbain. Je pense aux jardins partagés. Les jardins partagés sont un commun dans la ville. Est-ce qu'il y a moyen de me dire combien de temps il me reste? Parce que je n'ai pas. Est-ce que j'ai le temps de parler de la relation aux acteurs publics pour répondre à la dernière question qui était posée dans l'introduction sur les politiques publiques? Il vous resterait 5 minutes en gros. 5 minutes, voilà. Donc je vais essayer d'être rapide alors. Alors, quel rôle pour les acteurs publics par rapport au commun? Donc, vous l'aurez compris, dans l'histoire, les acteurs publics ont plutôt, dans l'histoire des 2 derniers siècles, les acteurs publics ont plutôt nui au commun, dans le sens où un certain nombre de lois ont entériné le principe des enclosures, ont relégué les communs à des poubelles temporaires de l'histoire, si vous me permettez cette expression. Mais aujourd'hui, on voit que l'acteur public n'est pas unanime sur ce qu'il doit faire à l'égard des communs. En France, nous avons eu des débats très très animés parce que l'année dernière, la secrétaire d'État au numérique a proposé une loi qui s'appelle République numérique, c'est très français comme intitulé, et elle voulait dans cette loi faire rentrer les communs du numérique, enfin les communs informationnels, on va dire, ce qui a soulevé l'ire des industries culturelles. Elle a été obligée de faire machine arrière malgré forte mobilisation des mouvements citoyens. Mais même si les communs ne sont pas nommés dans la loi République numérique, cette loi comporte un certain nombre d'avancées, notamment en ce qui concerne, une toute petite avancée en ce qui concerne le logiciel libre, très modeste, mais elle est là. Une avancée autour de l'open data, autour de l'open access pour les revues scientifiques, etc. Je ne vais pas vous décrire la loi maintenant. Mais tout ça pour dire qu'aujourd'hui, on rentre dans une période où les acteurs publics, après avoir ignoré, même je dirais presque oublié l'existence même de ce régime des communs, qui est une 3e manière de penser à la fois l'économie et la politique, eh bien, commencent à s'y réintéresser, probablement pour la raison que j'évoquais tout à l'heure, qui est une espèce de vide politique, de vide de pensée politique dans lequel nous nous trouvons. Alors, quand l'acteur public se mobilise en faveur des communs, qu'est-ce que ça donne? L'acteur public peut, à mon sens, soit contribuer au commun, soit chercher à les protéger, soit éventuellement les mobiliser. Comment l'acteur public peut contribuer au commun? Ce sera le slide suivant. La diapositive suivante, voilà. L'acteur public peut contribuer au commun, par exemple, quand il choisit de publier des contenus en Creative Commons. C'est encore très très rare, enfin, je ne sais pas ce qu'il en est au Québec et à Montréal en particulier, mais si vous regardez les municipalités, par exemple, quand elles mettent des contenus en ligne sur leur site web, il est très très rare qu'elles utilisent des licences Creative Commons. Mais ça se répand petit à petit, et l'idée que de l'information qui a été financée sur l'argent public revienne à la communauté grâce à la mobilisation d'une licence de type Creative Commons commence à faire son chemin. Quand un acteur de type universitaire fait le choix de promouvoir des ressources éducatives libres, de publier les contenus de cours en accès libre, c'est aussi une manière de contribuer au commun.
pour innover, inventer, éventuellement surveiller l'action publique, etc. Quand une puissance publique achète un terrain et ensuite permet à une coopérative citoyenne de construire une éolienne, c'est une autre manière pour une collectivité territoriale de contribuer au commun. Quand des collectivités territoriales font le choix d'utiliser des logiciels libres, c'est aussi une contribution commune. Alors là, c'est le logo Adulac. Je ne sais pas si les gens de Facile connaissent Adulac. C'est une association en France qui promeut des logiciels libres métiers spécifiques pour les besoins des collectivités territoriales et qui a de plus en plus de succès. Voilà quelques exemples de contributions d'acteurs publics au commun. Deuxième point très très important, l'acteur public peut être aussi un protecteur des communs. Quand je dis protecteur, c'est protecteur contre les inclusions. Quelques exemples, alors ce n'est pas toujours le cas, et c'était un des grands débats autour de la loi République numérique en France, c'est qu'on voit de plus en plus de cas de ce qu'on appelle de copie fraude, c'est-à-dire des œuvres qui sont libres de droit parce qu'elles sont rentrées dans le domaine public et qui vont faire l'objet de nouvelles enclosures. Je vous prends un exemple qui est assez caricatural, mais par exemple les grottes de Lascaux en France qui, en toute logique, sont rentrées dans le domaine public depuis quelques millénaires, eh bien ces grottes de Lascaux, et en tout cas leur reproduction, puisque les originales ne sont pas accessibles au public, mais c'est la reproduction qui est accessible au public, vous n'avez pas le droit de prendre des photographies et de reproduire ces photographies, alors qu'elles sont dans le domaine public. Voilà. Donc, ce que peut faire un acteur public, c'est de mettre en place des dispositifs législatifs qui vont interdire ce type de procédés, de type copie fraude. L'acteur public peut aussi promouvoir, plus que protéger, peut promouvoir les communs. Quand je donnais quelques exemples tout à l'heure, il inscrit dans la loi des dispositifs qui vont permettre de sortir de cette pensée unique de la propriété exclusive. Je donnais l'exemple des community land trusts tout à l'heure, des organismes fonciers solidaires ou de l'habitat partagé qui viennent d'être déverrouillés juridiquement en France. C'est loin d'être le cas dans tous les pays. La loi peut aussi protéger contre des avancées des logiques de marché exclusif. Je prends un autre exemple en contresens. Il y a une loi qui vient d'être adoptée en France sur la biodiversité, et cette loi essaye de protéger les semences contre des logiques de brevets qui sont promues par l'Office européen des brevets. Donc il y a une tendance très lourde à enclore les semences, de plus en plus, elles le sont déjà beaucoup, mais il y a une tendance à les petits résidus qui ne sont pas déjà enclos, la tendance est une fois de plus à les faire rentrer dans le champ du marché. Et là, en l'occurrence, nous venons d'avoir une loi qui essaye de construire une forme de protection contre cette nouvelle avancée du brevetage du vivant. Et j'en arriverai, ce sera ma dernière diapositive. Ce qui est intéressant aussi, c'est quand l'acteur public comprend que l'encouragement des communs, les communs ne se font pas contre l'acteur public, ou ne se font pas contre le marché. À mon avis, et Léonore Ostrom le pensait également comme cela, c'est tout simplement une troisième voie. Par moment, cette troisième voie va permettre de résister à des excès du marché ou à des excès de l'acteur public, mais les communs, c'est absolument pas une pensée totalisante qui viserait à remplacer le marché ou à remplacer l'action publique. C'est plutôt, les promoteurs des communs défendent l'idée d'une cohabitation entre ces trois manières de penser l'économie et la politique. Et quand l'acteur public comprend l'intérêt des communs, il peut aussi les mobiliser pour revivifier la démocratie, pour passer d'une démocratie représentative qui est quand même très affaiblie, on en a malheureusement tous les jours des signes de plus en plus intenses des deux côtés de l'Atlantique. Il peut en profiter, s'en saisir, je dirais, pour aller vers une démocratie plus contributive. Et comme je vois qu'il me reste plus de temps, je finirai juste
l'exemple de Bologne. La ville de Bologne a fait le choix de co-rédiger avec les habitants une charte des communs, qui est un peu comme la charte des forêts que je décrivais au début de mon exposé. Cette charte des communs, eh bien, c'est une sorte de pacte, de contrat qui a été passé avec les habitants pour que les habitants puissent initier toute une série d'initiatives pour améliorer leur ville, sous à la fois, je dirais, l'œil bienveillant de la municipalité, mais c'est plus qu'un œil bienveillant, avec une logique de ce que j'appelle un partenariat public-commun, c'est-à-dire la ville aide les communs à se développer. Concrètement, ça veut dire quoi? Alors, juste pour la petite histoire, comment c'est né? L'histoire est née d'un parc à Bologne dans lequel il n'y avait pas de banc public, et les habitants voulaient installer des bancs publics. Ils étaient prêts à les construire eux-mêmes avec des matériaux de récupération, mais les services de la mairie leur ont dit c'est pas possible, c'est trop dangereux, ce ne sera pas aux normes de sécurité, etc. Bref, pendant des mois et des mois, ils se sont traînés de bureau en bureau sans obtenir de réponse. Et puis finalement, ils ont pris l'initiative, ils sont allés de l'avant, ça a fait un peu une crise, et la crise est sortie par le haut, positive, puisqu'elle a débouché sur cette charte des communs. Et aujourd'hui, eh bien, par l'exemple de l'illustration que vous voyez en bas de la photo, ce sont des habitants qui se mobilisent pour enlever les tags, quand il y a des tags qui sont installés dans le centre-ville de Bologne, qui est magnifique pour ceux qui ont eu la chance d'y aller. Et la mairie, elle, va fournir le matériel et organiser le cordon de sécurité pour qu'ils puissent travailler en rue sans être dérangés, etc., etc. Voilà, un exemple très concret, mais très vivant pour vous montrer que acteurs publics et communs peuvent coopérer. Et donc, pour finir, j'ai déjà quasiment évoqué ma conclusion, encore une fois, et ça sera le dernier slide, je pense que ces communs, qu'ils soient numériques ou non numériques, ce sont des sources formidables de rénovation de nos démocraties. Ce sont des sources aussi d'innovation sociale, puisqu'ils apportent des réponses à toute une série de problématiques qu'aujourd'hui, le marché et les acteurs publics ont du mal à appréhender quand ils ne sont pas tout simplement dans un constat d'impuissance. Et donc, il nous faut avancer, je dirais, sur 3 pieds. C'est le dernier slide. Le pied du marché, le pied de l'action publique et le pied des communs. Voilà. Et juste un petit clin d'œil pour les libristes qui sont dans la salle. C'est un hasard, je me suis rendu compte après coup, mais la photo de mairie que vous voyez sur cette image, c'est la mairie de Conflans-Sainte-Honorine, qui est une ville en banlieue parisienne. Et le maire de Conflans-Sainte-Honorine, ça a été pendant de longues années, Michel Rocard, l'ancien Premier ministre français qui est décédé cet été, et qui a été, quand il était député européen, un ardent défenseur du logiciel libre, et qui s'est battu comme un forcené pour éviter qu'en Europe, le logiciel ne bascule en régime de brevet. Voilà, c'est un acte inconscient. Quand j'ai choisi cette photo, je m'en suis rendu compte après coup, mais c'est aussi un petit hommage à un homme formidable qui a défendu le logiciel libre. Je vous remercie. Avant de commencer, je vais d'abord vous remercier d'être présent. Merci à la chaire Lepsum, à Facile, au Café des Savoirs Libres et aux artisans de la semaine québécoise de l'informatique libre pour l'invitation, pour l'idée, d'abord et avant tout, de parler de commun numérique. Et je vais essayer de ne pas oublier le sous-titre, n'est-ce pas, liberté et partage, et particulièrement le premier mot, liberté. En fait, je vais faire un peu de chemin où je vais proposer une suite à la réflexion qu'on vient d'entendre de Mme Peugeot qui va, dans mon cas aussi, remonter dans l'histoire, mais en fait, puisque j'ai le malheur d'être économiste, je vous rassure, j'ai d'autres qualités par contre pour compenser, je vais vous parler essentiellement d'économie parce qu'il y a, comme on dit en latin, un éléphant dans la salle lorsqu'on parle des communaux. C'est-à-dire le droit de propriété, les transactions, la monétisation qui va avec et ce que ça représente comme défi. Donc, ce que je propose pour
la petite trentaine de minutes qui vient et les échanges que nous pourrons avoir par la suite, c'est davantage poser des questions que d'apporter des réponses, parce que je crois qu'il serait bien prétentieux pour ma part, bien évidemment, d'avoir réponse à tout cela. J'ai donné une conférence au mois d'août dernier, donc il y a quelques semaines, à Chicoutimi, sur des notions similaires, c'est-à-dire essentiellement comment on pouvait réinventer le vivre ensemble de façon, dans nos communautés et repenser nos relations économiques. Et j'ai fait référence à certaines expériences de biens communaux, et notamment, peut-être que vous le savez, il y a 3 pâturages communaux au Québec qui existent encore, donc qui remontent en fait au XVIIe siècle, au régime seigneurial français. Donc ce sont des reliquats, si on veut, du régime seigneurial français, particulièrement un tout près de Montréal, c'est-à-dire l'île aux Moulins, l'île du Moine, pardon, l'île du Moine dans les îles de Sorel, donc dans le lac Saint-Pierre. Une très grande île, en fait c'est la 2e plus grande île des îles du lac Saint-Pierre, qui fonctionne encore aujourd'hui, donc quelques siècles plus tard, sous le régime des biens communaux. Donc, pour en revenir à ma petite histoire, j'ai raconté ce phénomène-là à mes amis militants, vous savez, ces jeunes, parce que je commence à pouvoir dire les jeunes, ces jeunes néo-hippies qui veulent réinventer le monde pour notre bien, je l'espère et je le crois. Mais je me suis rendu compte, en parlant de ces biens communaux, de leur mode de fonctionnement, que je présume que vous connaissez davantage que la majorité des gens, puisque vous êtes ici et que vous avez de toutes les manières entendu l'exposé limpide de Valérie Peugeot tout à l'heure, ainsi que les exemples qu'elle a donnés qui sont fort éloquents et concrets. Donc j'étais devant des gens qui étaient manifestement peu au fait de ce genre d'arrangement institutionnel. Je vais réutiliser moi aussi le mot de ma consoeur, ma regrettée consoeur décédée en 2012, Eleanor Ostrom. Et donc, je racontais que cette île, donc c'est pas pour rien que c'est une île, hein, ceux et celles qui ne connaissent pas l'existence de ce pâturage communal, c'est une île où on amène les bêtes paître pendant la belle saison. C'est très pratique une île qui a des vaches, parce qu'une vache, ça ne nage pas, particulièrement dans des eaux relativement tumultueuses comme celle du lac Saint-Pierre et fort profonde. Donc, historiquement, c'était fort pratique d'amener les bêtes en barge sur l'île du Moine pour les faire paître. Et effectivement, cette île est propriété, en termes de nue propriété, donc du régime de nue propriété d'une organisation qui relève plus ou moins du gouvernement fédéral et d'une corporation privée, pour ne pas la nommer Canal Unité, mais l'usufruit, donc l'usage de l'île, appartient à un syndic de communauté, donc aux paysans, comme on l'aurait dit, au XVIIIe siècle. Et plus je racontais cette histoire, donc, quand j'étais à Chicoutimi, plus je voyais devant moi des visages ornés d'yeux, gros comme des 2 piastres. Je ne comprenais pas ce qui ne passait pas comme message. Bon, des fois, on n'est pas capable de communiquer, on n'est pas bon, ça ne marche pas, on s'est trompé de langue ou de sujet, ça m'est déjà arrivé. Mais là, je me rendais compte, et je m'en suis rendu compte évidemment davantage dans la discussion, que cette notion de bien commun, c'est-à-dire de communaux, là, quand je parle de bien commun, je parle de communaux, ça ne rentrait pas dans la tête de personne. C'est-à-dire un espace, un objet physique, une terre, en l'occurrence une île, qui n'est ni de propriété privée, ni de propriété publique dans son usufruit, mais appartient à tout le monde, géré par un syndicat, dans ce cas, d'agriculteurs. Ça ne fonctionnait pas. Ça ne fonctionnait pas dans l'esprit des gens qui m'écoutaient. Et, de fait, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas, Valérie l'a évoqué tout à l'heure, ça ne fonctionne pas dans le mode capitaliste dans lequel nous fonctionnons. On a, j'y reviens dans un instant, Valérie a montré tout à l'heure l'opposition dès ses premières diapositives entre État et marché, et l'entreprise privée, donc la sphère publique et la sphère privée, qui remonte aux origines du libéralisme classique. Et donc, entre les deux, on ne sait pas quoi faire. On ne sait pas comment le mettre dans la boîte, dans la case économique appropriée. C'est à cette case économique que je vous invite à réfléchir aujourd'hui,
parce que cela pose des défis. Ce n'est pas que typologique, ce n'est pas qu'une question de catégorie, ce n'est pas qu'une question intellectuelle, c'est une question très pratique pour le développement des communes. Je vais moi aussi faire un retour en arrière. En fait, je vais reculer un peu plus loin, de façon plus lointaine dans le temps que ce que Valérie a fait. Donc, avant John Locke et Adam Smith, Valérie a évoqué que les biens communs, tels qu'on les entend, donc tous les exemples qu'on a vus contemporains, mais autant l'île des moines, du moine, des moines, je ne sais jamais, dont je viens de parler, aurait existé de tout temps, ou presque, dans toutes les civilisations. C'est en partie vrai. Non pas que je veux la contredire, mais je veux préciser son propos. C'est-à-dire que en Europe, les biens communs, on va donner l'exemple, parce que c'est essentiellement ça, l'existence historique, des biens communs agricoles, donc comme les terres de pâturage, comme les forêts partagées pour glaner dans ce dernier cas, ou pour herbager dans le premier. Glaner, c'est ramasser ce qui traîne la terre, herbager, c'est manger l'herbe, c'est pas nous, c'est les bêtes. Ça n'a pas existé de tout temps en Europe. En fait, ça a été une période assez limitée dans le temps. De la fin de la chute de l'Empire romain jusqu'à grosso modo au XIVe siècle, au XIIIe siècle, l'essentiel de ce type de ressources-là était la possession des seigneurs féodaux, la propriété des seigneurs féodaux. Mais non seulement la nue propriété, c'est-à-dire la propriété du sol, mais aussi de l'usufruit, qui, contre un très très gros tribut, accordait le droit à leurs serfs, agriculteurs, paysans, de les utiliser. Donc on n'était pas vraiment dans un modèle de biens communaux, à part quelques exceptions historiques et régionales, mais plutôt tout simplement, on dirait en termes de modèle, un dictateur qui possède à peu près tous les moyens de production et qui, même de façon magnanime, il n'est pas du tout, donne le droit au bon peuple, à la plèbe, d'utiliser une parcelle, une portion très limitée de sa propre propriété. Il faut entendre, et là je m'inspire essentiellement d'une historienne, sociologue, philosophe américaine qui s'appelle Silvia, d'origine italienne, Silvia Federici, qui a montré dans un ouvrage absolument extraordinaire qui a été traduit très tard en français, il y a 2 ans je crois, Caliban et la sorcière, comment le mouvement des communs, le mouvement des communaux, essentiellement au XIIIe et au XIVe siècle, donc grosso modo du milieu de 1250 à 1375, a été un mouvement contre le féodalisme. C'est-à-dire qu'il y a une partie de la paysannerie qui s'est mobilisée de façon tout à fait hétérogène, bien sûr, sur l'ensemble du territoire européen. Ce n'est pas une histoire uniforme et universelle, va sans dire, mais il y a quand même une vague de fonds historique, une structure de fonds historique, où on s'est révolté contre le féodalisme pour exiger que ces terres communes, donc qu'on utilisait en partie, soient réparties de façon plus équitable. Valérie a parlé de la charte des forêts tout à l'heure, qui aura 800 ans l'année prochaine, qui est un exemple de l'aboutissement en quelque sorte, pas tellement de l'aboutissement, mais du parallèle de ce mouvement grassroots, là c'est l'aboutissement légal et législatif, donc au tout début du XIIIe siècle, mais ça va donner ailleurs qu'en Angleterre, c'est-à-dire sur l'ensemble du continent européen, place à des mouvements qui revendiquent l'usage et le partage de la gestion, et c'est tout ça qui est important, de la ressource commune, donc le partage, l'usage de la gestion, et la gestion, de la ressource commune par les paysans. Et c'est un mouvement qui a été mené, et c'est la raison pour laquelle j'évoque Silvia Federici, qui a été mené essentiellement, en très grande partie, par les femmes. Parce que c'était aussi un mouvement de revendication sociale. Autrement dit, ça dépassait très largement l'aspect purement utilitaire de la gestion, de l'utilisation et du partage d'une ressource, en l'occurrence d'une forêt ou d'un pâturage, mais également d'un projet social. Ça participait d'un projet social et même politique, j'oserais dire, celui d'une vie vraiment en communauté. Et c'est là où on se rapproche, faire un pont avec ce que Valérie a dit à la toute fin, on se rapproche
de la notion du communisme au sens le plus originel du terme, donc pas au sens marxiste et encore moins, bien sûr, au sens léniniste ou stalinien. Donc une vie vraiment en commun, hein, d'égalité entre les hommes et les femmes, sans classe sociale. Bon, j'étire un petit peu, bien sûr, l'interprétation en mettant un vocabulaire très contemporain, moderne, en fait, sur ce mouvement-là. Il reste que dans son déploiement à ce mouvement, c'est ce qu'on voyait. Et c'est la raison pour laquelle j'insiste sur le fait que les femmes étaient très impliquées dans ce mouvement pour s'opposer au féodalisme, tel qu'on le connaissait depuis la chute de l'Empire romain presque, et un féodalisme, comme on sait, qui essentiellement mettait de l'avant les structures patriarcales du pouvoir, à la fois économique et politique. Or, ce mouvement, donc je vous ai dit, c'est grosso modo le plus fort de ce mouvement des communaux comme mouvement en opposition au féodalisme, c'est le 13e et le 14e siècle. Mais le libéralisme, la pensée libérale, qui va prétendument s'opposer au féodalisme, quand on lit autant John Locke, David Hume, Francis Hutcheson, Adam Smith, ou leurs équivalents ailleurs en France ou en Allemagne notamment, ils s'opposent leur libération, ce dont ils veulent nous libérer, c'est contre le pouvoir féodal. Or, plusieurs historiens, et notamment Mme Villerici, que j'évoque depuis tout à l'heure, considèrent qu'il y a une grande partie du mouvement libéral, de la pensée libérale classique qui va émerger à partir du début du XVIIe siècle, qui va commencer à se structurer à partir du début du XVIIe siècle, qui est en fait une contre-révolution contre ce mouvement des communaux, en partie. L'un n'empêchant pas l'autre, c'est-à-dire qu'on peut se battre à la fois contre le féodalisme et à la fois contre le mouvement des communaux qui visait lui-même à combattre le féodalisme. Or, comment le libéralisme va s'opposer à ce mouvement des communaux à la fois et au féodalisme? Valérie l'a évoqué, c'est essentiellement en mettant de l'avant la notion de propriété, plus particulièrement propriété privée, qui se déclinera à peu près dans toutes les sphères de la pensée humaine, du droit en passant par la philosophie morale, l'économie, ou voire même une analyse sociologique de la société. Alors, ce qui est bien important de comprendre dans les fondements de la propriété privée pour les libéraux, et en premier lieu, pour John Locke, c'est que cette propriété privée ne descend pas du ciel. Elle n'est pas imposée, elle n'est pas, j'allais dire, pour utiliser un langage moderne, encore une fois, idéologique. Elle est analytique. Cette pensée est analytique, elle peut se justifier de façon rationnelle. Or, l'argument rationnel pour justifier la propriété privée, quel est-il? On le sait, c'est le travail. Hein? L'argument classique de Locke est un argument fabuleux, proprement révolutionnaire. C'est pour ça que le libéralisme est révolutionnaire. C'est que nous sommes d'abord et avant tout, nous humains, propriétaires d'une seule chose, notre propre corps, nous-mêmes. Donc on s'oppose évidemment de facto à l'esclavage, qui n'est pas un détail. Étant nous-mêmes propriétaires et seuls et uniques propriétaires de notre propre corps, il y a là aussi un proto-féminisme assez intéressant dont on pourrait discuter, mais qui déborderait le cadre de cette discussion. Le fruit du travail que nous réalisons avec notre corps devient lui-même notre propriété, n'est-ce pas? Donc, si je suis propriétaire d'un bras, que je plante des semences dans le sol, et que je laboure au préalable le sol, et que j'entretiens mon potager, mon champ, mon pâturage, je suis légitimement propriétaire du fruit de mon travail, n'est-ce pas? Outre tous les problèmes que ça va faire naître avec la montée du capitalisme réel, je parle plus de la pensée libérale, c'est-à-dire la propriété des moyens de production, auquel on va revenir dans quelques instants, on voit à quel point cette notion, je répète, profondément révolutionnaire au point de vue intellectuel, heurte de plein front à la fois le féodalisme, mais le mouvement des communs aussi. Parce que dans le mouvement des biens communs, ce n'est pas que le travail individuel qui produit la richesse, qui produit la valeur économique, qui produit le produit économique, mais bien la collectivité. En l'occurrence, sur une île de pâturage comme l'île Moulin, l'île de... Je finis par
L'île du moine. Moi, j'ai un problème avec les moines. J'ai quand même jamais lu. Ça va être mon côté Don Quichotte. Donc, sur l'île du moine, en l'occurrence, historiquement, et c'est encore vrai jusqu'à récemment, je vous ai parlé des détails, depuis quelques années, il y a plus de bêtes qui vont en pâture là, jusqu'à il y a 2 ans, en fait. Mais tout ça pour dire que, oui, certes, les propriétaires de ces animaux-là les amenaient par barge pour les faire profiter ces animaux du pâturage, mais également se partager les tâches. La corvée est essentielle au partage de responsabilité de la gestion d'un commun. Donc, que ce soit entretenir des clôtures, les barges, justement, pour déplacer les animaux de la terre ferme, enfin des deux bouts de terre ferme, de l'île au continent, de désherber, d'entretenir les arbustes qui pourraient être envahissants, et ainsi de suite. Ces tâches sont partagées par des corvées. Donc, le résultat de ces tâches appartient évidemment à tout le monde. D'où l'idée de bien commun. Alors, la pensée libérale, qu'amène Locke et que développe par la suite, essentiellement à sa forme aboutie, Adam Smith, lesquels suivront ne sont que des perroquets sans aucune originalité jusqu'à Marx, c'est essentiellement de s'opposer à cette idée de gestion, et je reprends en fait les 3 grandes catégories, trois grandes caractéristiques d'un bien commun que Valérie nous a dit tantôt, de la gestion en communauté d'une ressource partagée par des règles de gouvernance, aussi un mot très moderne et détestable au passage, des règles de gestion communes qu'on applique, n'est-ce pas? Ces 3 éléments-là vont de façon frontale, s'opposent à la propriété privée telle qu'on l'entend à partir de Locke et que développe encore une fois Smith pour les siècles et des siècles en même. Moi, j'ai l'impression que ça fait un peu l'Église ici. C'est un réflexe de mon côté curieux. Donc, là où je veux en venir avec cette opposition fondamentale, c'est 2 choses. Je vous ai dit depuis le début qu'il y a d'abord dans les communs quelque chose de révolutionnaire contre le féodalisme, dans le libéralisme qui nous envahit partout, en fait, qui envahit notre organisation sociale de façon assez uniforme et hégémonique depuis un bon moment, presque partout sur la planète. Dans les 2 cas, il y a une opposition à cette notion de commun, de communaux, et c'est la raison pour laquelle j'avais autant de visages interloqués il y a quelques semaines à Chicoutimi, parce qu'on a de la difficulté à comprendre un mode intermédiaire, on peut utiliser encore une fois les mots qu'on a entendus tout à l'heure, de gestion et de propriété d'une ressource partagée. C'est pas pour rien que j'avais plein de notes sur Eleanor Ostrom, évidemment, qu'a évoqué Valérie tout à l'heure, qui est une penseur extraordinaire. On les aime comme ça, c'est-à-dire attachée à aucune espèce d'école de pensée, aucune secte, et qui a malgré tout remporté le prix de sciences économiques en la mémoire d'Alfred Nobel en 2009, quelques années avant sa mort. Donc, une penseur atypique et qui a réfléchi de façon empirique, mais aussi analytique, à ces problèmes de l'intégration des communs dans le monde économique tel qu'il se présente. Et en fait, elle a établi certaines règles. Vous pourrez lire ses écrits en mode ouvert et libre sur le web assez facilement. Elle a établi un certain nombre de critères de gestion d'utilisation de ces ressources communes par un principe de bien commun. Mais j'en retiens essentiellement 3, les 3 principales qui m'apparaissent les défis. Quand je parlais d'un éléphant dans la pièce, donc la gestion conceptuelle mais aussi pratique de ces biens communs et qui pose des questions. Comme je vous dis, je n'ai pas les réponses, mais ces 3 critères posent les bonnes questions à mon sens. D'abord, ça prend des instances décisionnelles démocratiques pour gérer ces biens communs. Et ça, en partant, c'est à peu près inédit dans un mode comme dans l'autre. Dans le féodalisme, on a commencé bien sûr un autoritarisme complet. Le roi, le seigneur, le prince décidant bien sûr de ce qui est bon ou pas pour son bon peuple, c'est-à-dire pour son propre profit. Sous le capitalisme et dans les démocraties, même dans les démocraties libérales, ce sont les patrons qui, bien sûr, eux aussi décident ce qui est bon, juste et approprié pour le bon peuple, c'est-à-dire les travailleurs et les travailleuses.
On a bien sûr des modes intermédiaires comme les coopératives qui se rapprochent en quelque sorte un peu des communs, tout en s'en distinguant à certains égards, où on a cette notion de décision démocratique, pardon, d'instance décisionnelle démocratique. Donc, autrement dit, je reviens, je l'ai retenu à l'île des moines, du moine, je suis sûr que il y en a juste un? C'est vrai qu'elle n'est pas très grande. Hein? Ah, Chenal du moine, merci, maintenant je m'en souviens. Donc, à l'île du moine, effectivement, historiquement, donc depuis, c'est pas compliqué, depuis le début du XVIIe siècle, ce sont les paysans qui ont le droit collectif d'usufruit du pâturage de l'île du moine, qui décident de leur bonne gestion, de sa bonne gestion. Comme je le disais tantôt, ça se traduit par des corvées, ça se traduit aussi par la médiation en cas de chicane, à la fois à l'interne, mais aussi à l'externe, avec les interfaces que ça peut supposer avec le monde hors du commun. En l'occurrence, cette île paie des taxes municipales, donc la collectivité, le syndic des paysans, des agriculteurs, paie des taxes municipales selon nos lois actuelles, et ce qui a évolué depuis le XVIe siècle. Au début, c'était des droits, bien sûr, censitaires, et par la suite, c'est transformé en taxes municipales. Donc, on gère de façon collective et démocratique, mais complètement démocratique, cette ressource partagée. Deuxième élément fondamental pour que ça puisse fonctionner, on doit avoir des règles du jeu partagées et explicites. C'est-à-dire, ce n'est pas le free for all, ce n'est pas un idéal libertaire ni anarchiste. Il doit y avoir des règles du jeu établies au préalable, qu'elles soient plus ou moins complexes, qu'elles soient plus ou moins d'ordre coutumier, c'est-à-dire est-ce qu'elles ont besoin d'être écrites, codifiées, légiférées avec le sceau du Code Morin en assemblée? Non, pas nécessairement. Elles peuvent être très coutumières, encore une fois, comme la fameuse île du moine l'est, malgré qu'il y a un document légal qui en codifie certains usages, mais surtout la répartition entre la nue propriété du sol et l'usufruit de son usage. Il reste que certaines règles du jeu doivent être claires pour qu'on puisse être efficace dans la gestion de cette ressource, comme du reste, c'est le cas de à peu près tous les régimes ou tous les arrangements institutionnels, quel que soit le régime, qu'on soit sous mode dit communiste, tel qu'on l'a connu, tel qu'on le connaît en Corée du Nord, ou le capitalisme marchand et financier tel qu'on le connaît présentement, ou le féodalisme, bien évidemment. Les règles du jeu doivent être explicites et partagées. Et finalement, c'est là aussi une caractéristique fort importante que nous propose Mme Ostrom de la gestion de l'exploitation des communs. Elles doivent avoir de nouvelles institutions. Nouvelles dans le sens où des institutions qu'on n'a pas vues depuis 300-400 ans dans nos sociétés industrialisées. Donc des institutions, ce qu'elle appelle des arrangements organisationnels. Ce terme est très important dans son vocabulaire et très évocateur. Des arrangements organisationnels et institutionnels, ça veut dire beaucoup plus que des institutions qui paraissent un truc un peu monolithique. Arrangement sous-entend une réinvention en continu, n'est-ce pas, de nos modes de fonctionnement. Donc, de nouvelles, entre guillemets, institutions, ou une réinvention d'institutions intermédiaires. On a vu dans la présentation précédente un très grand nombre d'exemples extrêmement concrets de la variété de ces arrangements institutionnels qui peuvent se déployer dans le concret et qui permettent donc la réalisation des trois objectifs dont on a parlé plus tôt, à savoir se mettre en communauté pour exploiter une ressource partagée sous une gouvernance commune. Donc ces trois éléments institutionnels dont je viens de parler se heurtent cependant à une difficulté très grande que je pense que vous, en tant que défenseurs ou personnes, femmes et hommes intéressés par l'open source, par tous les wikis de ce monde et toutes les initiatives communales du numérique, connaissent très bien. C'est-à-dire qu'elles se heurtent, ces réalités, très rapidement à une grosse machine qui est très très bonne pour
bouffé à peu près tout sur son passage, et j'ai appelé le capitalisme. C'est-à-dire que le capitalisme est cette organisation sociale, économique et politique que Marx avait déjà très bien décrit en l'occurrence, qui a cette capacité tout à fait inédite dans l'histoire de l'humanité, peu importe les sociétés, peu importe la géographie, peu importe le temps, de tout transformer en relations marchandes et en transactions. On le voit avec l'hégémonie néolibérale depuis 45-50 ans dans nos sociétés, qui commence peut-être, heureusement, à s'effriter, mais enfin, on verra bien ce que les prochaines décennies nous réservent, bien sûr, où à peu près tout le langage, toute relation sociale est transformée en logique marchande, en logique utilitaire et en logique d'efficience et d'efficacité. Hein. Un exemple banal et très concret à la fois, pendant la grève étudiante de 2012, rappelez-vous les débats sémantiques sur le fait que les étudiants étaient des clients de l'université, de l'organisation scolaire bien sûr, que les étudiants devaient investir, n'est-ce pas, dans leur futur en étudiant, mais investir au sens propre, c'est-à-dire que l'argent qu'ils allaient y mettre, non seulement le temps et les efforts, mais aussi l'argent, allait rapporter financièrement dans un futur. Donc, c'est une analyse bénéfice-coût que les étudiants devaient faire dans leur choix de scolarité, puisqu'ils menaient à une carrière et à une rémunération certaine dans le futur. Donc, exemple banal, où je pourrais aller bien sûr plus en profondeur, mais vous voyez l'idée où on transforme à peu près toute relation sociale, y compris l'amour, y compris l'amitié, y compris avoir des enfants, ou rêver d'un avenir meilleur entre nous, sous la forme marchande. Donc, dans cette perspective, une vision, telle que je l'ai évoquée très rapidement, des communs, s'oppose de façon brutale à cette vision marchande et utilitariste, mais surtout, non seulement s'y oppose de façon conceptuelle, mais est confronté à cette machine, à cette structure socio-économique et politique qui a tendance à tout transformer sur son passage. Encore une fois, comme le disait le jeune homme brillant que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Karl Marx. Et le bras le plus puissant du capitalisme marchand pour transformer, pour bouffer, et donc transformer ces relations sociales en liens marchands et en liens utilitaires, c'est la distribution. Et c'est ce qu'on oublie trop souvent. Et ça, c'est la faute à Marx, d'ailleurs. Encore une fois, on peut lui faire dire tout et n'importe quoi à Marx, il est très, très, très pratique. La distribution, c'est-à-dire qu'on s'est concentré beaucoup trop longtemps sur la production, hein, sur la propriété des biens de production, les moyens de production, sur la manière de produire, sur la distribution de la valeur créée dans la production, sur l'impact de la production. On parlait de pollution tout à l'heure, d'empreinte écologique du numérique qui est tout sauf virtuel. Donc, je ne dis pas que ce n'est pas important de se préoccuper de tout ça, mais on se ramène toujours à la production, la distribution étant vue comme un épiphénomène, ou une conséquence tout à fait normale et inévitable de la production. Autrement dit, on produit des bébelles, il faut bien les distribuer, ces bébelles-là, pour les vendre dans les commerces, pour que les consommateurs puissent les acheter en moment. Or, je pense que c'est voir le développement du capitalisme avancé d'une très mauvaise façon. Le capitalisme avancé crée de la richesse économique grâce à deux phénomènes. Un dont on ne parlera pas, c'est-à-dire la financiarisation à outrance de l'économie basée sur le crédit, et deuxièmement, sur la distribution, et essentiellement la distribution. Quand j'étais petit et que j'enseignais à cette demoiselle devant moi, j'étais toujours aussi petit, mais j'avais un peu plus de cheveux. Les plus grandes entreprises dans le top 10 de Forbes Magazine, qui publie à chaque année, c'était GM, Procter & Gamble, Exxon Valdez, non, ça c'est le domaine commun, ça s'appelait encore Esso, Steinberg, c'était donc des producteurs, des entreprises productrices de biens. Les géants, c'était les géants de l'automobile, du pétrole, du pharma, de l'alimentation, et ainsi de suite. Aujourd'hui, et depuis des années, quelle est la plus grande entreprise au monde en termes de revenus? Walmart. Et de loin sur son second. C'est Walmart qui est la plus grande entreprise en termes de revenus, de profit et de nombre d'employés au monde. Alors, qu'est-ce que fait Walmart? À part être lettre dans les arbres, ça distribue.
Walmart n'est qu'un distributeur. En fait, le corps de métier de Walmart, c'est des experts en logistique, c'est des experts en base de données. Ce n'est pas des commerçants, c'est des experts en base de données qui permettent d'optimiser la distribution des biens sur le territoire. Si vous ne savez pas, les distributeurs physiques, c'est-à-dire les camions qui envoient qui vont porter les marchandises dans chacun des Walmart partout dans le monde, quand le camion part le matin, il n'a aucune espèce d'idée du trajet qu'il va faire. Le camionneur ou la camionneuse n'a aucune idée du trajet qu'il fera dans la journée. Ce sont des bases de données qui sont mises à jour en continu, qui font en sorte qu'ils disent, ah, ben toi, dans ton truck, excusez-moi, dans ton camion, tu as 3 palettes de papier toilette. Il y a le Walmart qui est à distance optimale par rapport à tous les autres camions qui ont du papier toilette. Tu t'en vas chez ce Walmart-là, tu déposes tes palettes de papier toilette. Je caricature, c'est ça la business de Walmart. Donc, tout ça pour dire que le capitalisme avancé, donc si on oublie l'aspect financiarisation qui est très important dans sa puissance, s'appuie essentiellement, présentement, sur la distribution. Le nerf de la guerre, c'est la distribution. Bien davantage, donc, que la production. Or, qu'est-ce qui est le frein le plus important? Et je vais terminer là-dessus, parce que c'est la question que j'ouvre et je n'ai pas la réponse. En fait, j'ai une idée de la réponse, mais je n'ai pas une idée de comment on peut contrer le phénomène dont je parle. Quel est le frein le plus important à l'émergence des communs présentement? C'est l'emprise totale du droit de propriété privée, donc de l'entreprise privée, donc du capitalisme avancé, sur les canaux de distribution. Monsieur a évoqué dans sa question tout à l'heure l'empreinte écologique, les machines, les bidules comme nos tablettes, nos téléphones, nos ordinateurs, mais il y a aussi l'aspect économique qui est parallèle à ces machines-là, c'est-à-dire celles et ceux, c'est-à-dire les entreprises, qui possèdent ce qui nous permet d'être en réseau. Pensons, par exemple, bien évidemment, aux fournisseurs d'accessoires, au premier chiffre. Pensons, bien évidemment, aux fabricants de ces bidules. Vous allez me dire, oui, il y a l'open source, il y a du coopératif, mais, par exemple, dans les fournisseurs d'accès Internet, dès qu'on dépasse une communauté qui s'est organisée sous mode coopératif, on est rattaché à un tuyau, veut le bas, qui est propriété privée d'un géant des télécoms. Je ne dis pas que ça ne va pas changer, mais c'est présentement, vous le savez, probablement mieux que moi, un frein, c'est une menace même, une neutralité du net, comme vous le savez. Pensons évidemment aux géants que sont les Facebook de ce monde, en termes là aussi de neutralité, de contrôle d'information, et ainsi de suite. C'est, à mon sens, c'est la puissance de la distribution dans le capitalisme avancé qui est la pire menace, ou qui n'est pas la pire menace, mais le pire frein, le mur le plus élevé pour que les communs puissent se développer de façon la plus libre possible. À cet obstacle-là, je pense qu'il y a plusieurs réponses. Nous pouvons en avoir collectivement. En fait, nous pourrions en parler dans un colloque complet. Il y a des colloques complets qui existent à cet égard. Il y a des bibliothèques complètes aussi qui ont été écrites pour traiter de la question. Moi, je pense que, pour, encore une fois, faire le pont avec ce que Valérie a dit tout à l'heure, la solution va se trouver dans un rééquilibrage entre les 3 grandes instances que sont, là, je diverge un petit peu là, de son schéma, entre l'entreprise privée, les organisations publiques, c'est-à-dire l'État, et le secteur tertiaire, ce que Menziberg appelle le secteur pluriel, dans lequel peut s'inscrire, mais pas uniquement, des mouvements des communs, mais qui doivent travailler en collaboration avec d'autres mouvements proches des communs. Je parlais des coopératives à plusieurs reprises dans mon bref exposé. Ça peut être le cas aussi des groupes communautaires, des OBNL, des organismes de défense des droits, par exemple, ainsi de suite, pour faire contrepoids, autrement dit, à la surpuissance du capitalisme marchand et distributif, et pour redonner un peu d'air au projet politique que, encore une fois, Valérie nous a bien exposé, qui était peut-être une des raisons pour laquelle nous souhaiterions voir renaître les communs. Et peut-être qu'effectivement, pour conclure, nous devons revenir à ce qui s'est vécu au XIVe et au XIIIe siècle, c'est-à-dire ce mouvement des communs en Europe qui s'opposait au féodalisme, qui est un mouvement non pas uniquement de gestion de ressources matérielles, mais bien un mouvement politique et social, je le répète, mené essentiellement, en tout cas de grande manière par les femmes,
mesdames, c'est peut-être à vous de renouveler une partie du féminisme de cette manière, mais à tout le moins, je pense que collectivement, hommes, femmes, nous sommes peut-être à un moment charnière, particulièrement après la crise de 2008, pour s'opposer au nouveau féodalisme que constitue la plutocratie économico-politique qu'on connaît un peu partout en Occident, et donc à ce néo-féodalisme opposer une nouvelle vision des communs qui fasse remettre le politique et la vie commune. Voilà, merci.